Alors, nous ont rejoint Hélène Lepocher, qui est donc AID de santé à Rennes, qui est en fait l'ex-CRIT santé, c'est ça. Anne-Emmanuelle Leminous de l'Adria Développement. Anne-Emmanuelle est une fidèle de nos rendez-vous. Elle vient nous voir tous les ans et elle vient participer à nos conférences depuis déjà un petit certain nombre d'années. Valérie Billon de la société Rocket. Donc elle nous expliquera un petit peu qu'est-ce que sa société. Et notamment, on parlera des microalgues et ce que Stéphanie venait d'aborder, la chlorelle. On parlera plus spécifiquement avec elle de la chlorelle. Aurélie Stéphan, qui est la créatrice et la gérante de la start-up Tiboom. Et puis, donc, Stéphanie Ledonge et puis Éric Birlouès. Alors, les superfruits, on a eu une définition, on a vu un petit peu qu'est-ce que ça pouvait, on va dire, recouvrir. Pour les industriels, c'est pas toujours facile d'intégrer ces produits dans la fabrication d'aliments ou de plats préparés, puisque visiblement, il y a un superfruit par saison, ou même il y en a plusieurs par saison, c'est ça, plusieurs par saison. Donc c'est pas toujours facile de suivre. Donc on va essayer de voir avec vous un petit peu comment ça se passe au niveau de la réglementation, comment Anne-Emmanuelle, qui travaille donc à l'Adria Développement, comment se passe ce travail avec les industriels, avec les entreprises. Avec Valérie Lebillan, elle va nous parler plus spécifiquement de sa société qui est dans le nord de la France et puis comment elle travaille aussi avec des petites entreprises. Et puis on va peut-être commencer par Aurélie Stéphan, qui est peut-être la plus petite, qui est une entreprise artisanale et elle y tient. Aurélie est implantée à Quimper. Elle a donc créé Tiboom en 2012, c'est ça, Aurélie? Tu vas pouvoir prendre un... Voilà. Et Aurélie, pourquoi d'emblée avoir choisi alors Aurélie, elle fait en fait et elle propose sur le marché des galettes énergétiques à la fois à la base d'algues, mais aussi de super aliments. Alors pourquoi avoir introduit d'emblée des super aliments dans les galettes énergétiques? Voilà, alors je pense que vous avez vu circuler les petites galettes, comme ça vous pouvez les s'allumer. Vous allez pouvoir les goûter. Les visualiser déjà, parce que c'est peut-être assez particulier. Donc, en fait, pour nous, intégrer les super aliments dans nos recettes, c'est plus partie d'un concept global, en fait. C'est plus une démarche, la création d'un aliment sain et innovant. Donc, il y a forcément le côté... Aurélie, vous allez rapprocher le micro, là. Excuse-moi. Donc le côté santé nutritionnelle qui est important pour nos produits, mais aussi le côté innovant par rapport aux saveurs. Et c'est ce que parfois on oublie de préciser aussi sur les super aliments. Ce qui est intéressant, c'est de créer des produits nouveaux qui ont des saveurs nouvelles aussi. Donc, avec du goût, c'est ça? Avec du goût, voilà, un goût intéressant. Mais ce que je voulais dire, c'est plus dans notre démarche, c'est quelque chose de global. De sain, donc déjà nos produits sont certifiés bio, enfin de ma part ça va dans la logique. Après ce sont des produits qui sont déshydratés à basse température, donc c'est dans le principe de la raw food, et c'est-à-dire que ça préserve les nutriments et ça n'a pas d'impact négatif par rapport à une cuisson qui pourrait détruire des nutriments de certains ingrédients. Alors tout à l'heure, Éric Birlouès nous a expliqué qu'en fait cette notion de superfruit, de super aliment est avant tout une notion de marketing. Vous inscrivez pas du tout dans cette démarche-là? Oui, comme je viens de dire, c'est plus quelque chose de global. Et nous, disons que nos produits sont peut-être plus destinés à un public plus averti. Donc on a moins besoin de faire de marketing parce qu'on est exclusivement distribué dans les magasins de produits biologiques, que ce soit en France ou en Europe, où on considère que la plupart des consommateurs sont déjà avertis. Et que ce soit après, il y a d'un point de vue éthique, nous ne distribuons pas nos produits en dehors du réseau spécialisé biologique, mais également parce que je ne suis pas convaincue que nos produits auraient leur place à l'heure d'aujourd'hui dans la grande distribution. Où vous approvisionnez concrètement et où vous achetez vos superfruits? Parce qu'on a vu qu'il pouvait y avoir superfruits et superfruits. Voilà, on a différents fournisseurs et on essaye d'avoir des fournisseurs de qualité, donc principalement en France.
et du coup des petites structures où on est assuré d'une qualité, déjà la qualité biologique, et dès que possible aussi commerce équitable. Alors concrètement, quel super aliment vous utilisez dans vos galettes? Alors il y en a plusieurs. Il y a les graines de chia justement, il y a les mulberries, on n'a pas parlé des mûres blanches, il y a des cranberries, il y a des algues, parce que donc on a une gamme aux super aliments un peu plus exotiques et une gamme aux super aliments. Alors si vous voyez les petits sachets circuler, c'est ça, on peut les différencier avec les couleurs. Le vert. Alors le vert, ce sont là avec les algues, et puis les violettes, c'est ça? Les violettes, c'est plus avec les super aliments. Ouais. Et donc les algues sont locales. Et donc voilà. Et vous tenez aujourd'hui à rester, j'allais dire, de la fabrication artisanale. Vous n'avez pas envie de... On est quand même artisanal, mais assez développé, puisque depuis, donc on a créé il y a 3 ans, mais on a réussi à trouver quand même pas mal de débouchés. C'est qu'il y a quand même un public, mais toujours dans ce réseau de magasins biologiques. Ouais. Alors, est-ce que vous suivez... vous n'êtes pas du tout dans une démarche marketing, mais est-ce que vous suivez la tendance? On dit qu'il y a pratiquement, pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines ou tous les mois, il y a de nouveaux super fruits qui arrivent sur le marché. Est-ce que vous, à Thibaum, vous êtes à l'affût? Oui, on est toujours à l'affût. Et c'est surtout mon mari qui a énormément de connaissances et qui est passionné. Mais voilà, des achitaba, on en cultive même à la maison, des baies de goji. On a eu notre première baie de goji cette semaine. Enfin, voilà, c'est vraiment une passion et c'est pas que le côté marketing qui nous a fait intégrer. D'ailleurs, si on parle de tous nos ingrédients, l'utilisation des graines et des fruits secs, où est la limite après de la définition du super ingrédient, parce que les graines de tournesol qui sont riches en vitamine E, les graines de courge, les graines de chanvre. Les graines de chanvre, voilà. Après, localement, on a un super ingrédient qui est la graine de chanvre et qui, de ce côté-là, je pense qu'il y a beaucoup d'innovation possible aussi et d'utilisation et d'incorporation dans de nouveaux ingrédients. À vos côtés, il y a Valérie Lebihan. Valérie Lebihan, vous êtes chef de produits microalgues chez Roquette. Alors Roquette, c'est une entreprise qui est dans le nord de la France, qui est essentiellement spécialisée dans les dérivés, c'est ça, d'amidon. Vous êtes un des 5 leaders mondiaux dans ce secteur. Et vous êtes spécifique. Enfin voilà, une de vos spécificités récentes, c'est en fait les microalgues. Oui. Pourquoi vous êtes intéressé à ces microalgues ? Alors parce que l'une des ambitions de Roquette, c'est d'être l'un des leaders dans la nutrition et la santé, et qu'il y a des tendances fortes d'avenir en fait, qui sont que la population s'accroît, la population vieillit, il y aura un manque dans le futur, c'est connu, en protéines par exemple, donc il faut développer des matières premières qui permettent de pallier à ces futurs manques. Et en fait, donc, vers les années 2000, on s'est dit quelles pourraient être les matières premières d'avenir, et les microalgues finalement sont ressorties comme une matière première qui était très peu connue jusqu'à ce jour, très peu valorisée en tout cas, et ceci dit, riche en nutriments et donc en bénéfices nutritionnels d'intérêt pour les consommateurs. Donc voilà, on a choisi de relever ce défi. Alors, on va spécifier, parce qu'ici, nous, on est un petit peu sensibilisés aux algues. Ça n'a rien à voir avec les algues que l'on peut trouver sur la côte. Là, ce sont des algues qui sont en fait cultivées en eau douce. Tout à fait, oui. Déjà, on peut les assimiler à des petites plantes microscopiques. Voilà, donc, on ne les voit pas à l'œil nu. C'est vraiment des micro-algues qui sont des concentrés de nutriments. Donc voilà, on les distingue vraiment des macro-algues. Et là, effectivement, ce sont donc nous, on travaille la chlorelle, qui est un type de microalgue. Il en existe d'autres. Alors, il en existe. J'ai lu qu'il y en avait, c'est ça, 200 000. Enfin, on ne sait pas trop bien en fait. Oui, il y a un nombre, 800 000. Enfin, j'ai même vu des chiffres. Il y a un nombre considérable, plus de 500 000 sans doute. 50 000 espèces identifiées. Voilà, c'est ça, recensées seulement. Oui, et quelques-unes seulement sont aujourd'hui valorisées à des destinations alimentaires. Alors, donc vous avez choisi la chlorelle. Oui. La chlorelle, ça se présente sous quelle forme et comment ça se cultive
Alors, je dirais que la chlorelle, nous, on a développé une gamme. Initialement, si l'on est expert dans le domaine, on peut remarquer que la chlorelle existe déjà sur le marché. Donc c'est une poudre verte, et je parlerai ensuite de ce qu'on a développé à côté de cela. Donc c'est une poudre verte qui est consommée principalement jusqu'à aujourd'hui en complément alimentaire et dans des pays comme le Japon. Alors, expliquez-nous pourquoi le Japon, parce que le Japon a une spécificité. Éric Birlouez l'a évoqué à plusieurs reprises, Stéphanie aussi tout à l'heure. La chlorelle, en fait, a surtout été, on va dire, exploitée et utilisée au Japon à un moment précis de l'histoire, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, après Hiroshima. Oui, tout à fait. En fait, après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu trouver des nutriments, des aliments en fait, qui pouvaient pallier à la malnutrition et combler certaines déficiences. Et la chlorelle a été identifiée comme une matière première permettant de pallier à cela. Et au Japon en particulier, donc après Hiroshima, la population a été amenée à consommer cette chlorelle. Elle captait aussi les métaux lourds, c'est ça ? Elle capte les métaux lourds, tout à fait, et donc elle a été utilisée principalement pour ses propriétés détoxifiantes, qui sont, donc on peut trouver beaucoup de bibliographie sur cette thématique aujourd'hui. Et si vous allez au Japon aujourd'hui, en fait, on peut se rendre compte que la chlorelle, c'est devenu un ingrédient tout à fait, je dirais presque banal, traditionnel. Chez nous, on la connaît très peu, ça paraît très innovant. Or, c'est un ingrédient qui existe, qui est consommé par certains peuples depuis des générations et des générations. Et aussi, on dit souvent que les microalgues sont à l'origine de la vie, puisqu'elles ont libéré l'oxygène sur Terre. Donc, on est un petit peu dans cette dualité de dire les microalgues, certes, c'est quelque chose qui semble très innovant, mais si on regarde un petit peu l'histoire, on se rend compte que ce sont des petites plantes qui ont été consommées depuis des millénaires, je dirais. Alors, Éric Birlouez, on va essayer de faire une tentative avec le micro qui est juste derrière vous. Peut-être qu'il y aura plus de chance que Stéphanie. Je voulais que vous rebondissiez un petit peu sur ce que venait de dire Valérie. Les microalgues, c'est à la fois innovant, mais c'est quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps, notamment les Aztèques, par exemple, les utilisaient. Est-ce que c'est rassurant, on va dire? Il y a ce côté un peu rassurant. Le côté que ce soit utilisé depuis des dizaines ou des centaines de générations, bien évidemment, c'est un caractère rassurant qui permet de pallier justement la néophobie dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est nouveau, on ne connaît pas, on n'a pas l'habitude, oui, mais d'autres en consomment. Donc on peut le faire. Enfin, on peut en tout cas commencer à passer le cap, c'est ça ? Ça peut aider effectivement à déclencher une nouvelle perception de la chose. Alors Valérie Le Bihan, vous, chez Roquette, vous l'utilisez sous forme de farine, c'est ça ? Pourquoi avoir choisi parce qu'on a vu avec Stéphanie tout à l'heure qu'il y a différents produits. Il peut y avoir des jus, des sauces dans la panification. Enfin, il y a des compotes. On a vu différentes catégories de produits. Alors en fait, la chlorelle, donc je l'ai indiqué tout à l'heure, initialement c'est une poudre verte, mais il existe une multitude de chlorelles. C'est ce qui fait aussi l'intérêt des microalgues. C'est une source d'innovation infinie. Et il existe des chlorelles jaunes, donc qui ne développent pas cette chlorophylle. Donc on a choisi, nous, de faire connaître ce type de chlorelle. On a développé donc des farines de chlorelle qui sont de couleur jaune et avec des goûts tout à fait neutres ou quasi neutres. On a une gamme. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment cantonné aux compléments alimentaires. Et on voit que ce genre d'ingrédient peut répondre aux tendances et aux demandes des consommateurs grâce à d'autres types de chlorelles que l'on peut faire connaître. Eh bien, on peut les retrouver désormais dans l'alimentation de tous les jours. Donc, on peut les utiliser dans des c'est-à-dire que ça remplace la farine Alors, non, ça ne remplace pas la farine en tant que telle. Par contre, alors c'est vraiment une nouvelle matière première qu'il faut aussi appréhender. Ça peut remplacer, par exemple,
exemple des matières grasses, des œufs pour certains types de microalgues. Dans d'autres cas, on va plutôt faire un ajout pour apporter cette richesse en nutriments qui va être bénéfique pour le bien-être. Donc voilà, nous, c'est vraiment cette, je ne vais pas dire démocratisation parce qu'on en est, c'est un accès pas au plus grand encore nombre. là. C'est un accès au plus grand nombre. Voilà, c'est un accès au plus grand nombre et donc faire connaître ça également aux industries alimentaires qui sont en recherche d'innovation et de réponse à ce que recherchent les consommateurs. Alors, vous avez fait un certain nombre d'études, oui. Notamment, alors je vais essayer d'aller retrouver votre document sur le bureau de l'ordinateur. Alors, racontez-nous, vous êtes fait aider par l'Institut IFOP, c'est ça? Vous avez voulu savoir un petit peu comment était perçu. Oui, puisque on en a parlé beaucoup, évidemment, les microalgues, à premier abord, on se dit que c'est pas forcément quelque chose d'alimentaire. Donc nous, on a essayé de mieux comprendre quelle pouvait être la perception des consommateurs envers ces microalgues. On a fait plusieurs types d'enquêtes et là, effectivement, on verra après. Donc j'ai fait une sélection juste 2 diapos, mais on pourrait partager bien d'autres choses. On a travaillé d'abord avec l'IFOP, effectivement, où là l'idée c'était de mesurer les réactions des consommateurs lorsqu'on intégrait ou lorsqu'on leur présentait un cookie. Donc on a pris une matrice internationale, je dirais, un cookie aux algues, aux microalgues. Et on leur a d'abord présenter ce concept-là sans explication sur ce que pouvaient être les bénéfices apportés des microalgues. Et ensuite, on a fait de nouveau ce même questionnement après explication de ce qu'est la microalgue. Voilà. Et l'intérêt, c'était vraiment de mesurer la différence et de montrer qu'il est important, évidemment, d'expliquer, de rassurer, d'expliquer quels sont les bénéfices apportés. La microalgue, c'est pas du tout connu, donc ça peut évoquer on va d'abord penser aux algues qui sont sur les plages, on va penser à de la cosmétique, les masques d'algues, mais pas forcément à de l'alimentaire. Oui. Voilà. Et en fait, les résultats étaient plutôt très positifs et très encourageants. Déjà, on a remarqué que lorsqu'on leur parlait d'un cookie aux microalgues, il n'y a pas du tout ce rejet qu'on aurait pu peut-être imaginer. Donc les résultats sont plutôt très positifs puisqu'il y a plus de 60% en général des consommateurs qui ont réagi de façon... Bon, alors écoutez, moi je pense que c'est l'ordinateur qui va... On va éteindre l'ordinateur. Oui, je vais juste expliquer. Sans diapo, on vous les enverra. Alors Michel, tu vas débrancher l'ordinateur parce que je pense que c'est peut-être lui qui fait des interférences, non? Bon. On n'a pas d'ingénieur du son et je ne sais pas où il est parti, mais bon. On va éteindre l'ordinateur, on va débrancher peut-être parce que je pense que c'est la liaison qui doit provoquer l'arsène. Et puis voilà, donc vous retrouverez le document, on le mettra à disposition sur le site internet de la Technopole avec les diaporamas d'Éric Birlouez et de Stéphanie Ledonge à partir de lundi. Alors donc c'est une enquête. Donc déjà une perception a priori plutôt favorable et lorsqu'on explique les bénéfices, l'engouement là est réel. On a plus de 70% des consommateurs qui disent être intéressés par ce type de concept. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'acheter, mais déjà, dans les grandes lignes, c'est très encourageant. Alors, est-ce que ça peut être une solution pour on va dire pour nourrir la planète? On sait qu'on va être de plus en plus nombreux. On annonce 9 milliards d'humains sur la planète en 2050. C'est vrai que ça va être un problème pour nourrir toutes les bouches. Est-ce que ces microalgues, ça peut être une solution? Bien sûr, ça peut être une solution. On ne va pas dire que c'est la solution, la seule et l'unique, mais évidemment, ça va contribuer à apporter, à nourrir cette planète. Il va absolument falloir trouver des alternatives. Donc, on a parlé des insectes. On voit aussi beaucoup de choses autour des insectes. On voit beaucoup de choses autour des microalgues aujourd'hui. Ça bouge beaucoup. Et voilà, c'est une réponse aux solutions de demain.
Éric Birlouez, vous pensez qu'effectivement les microalgues peuvent être une des solutions pour nourrir la planète dans les prochaines années? A priori, oui, une des solutions. Ça vient d'être dit. Il n'y a bien sûr pas de solution miracle, mais un assemblage de multiples solutions adaptées aux conditions locales. Et oui, ça me paraît tout à fait. Alors, est-ce que intéressant. ces microalgues, par exemple, peuvent être aussi acceptées, par exemple, sur le continent africain, sur le continent, alors asiatique peut-être plus facilement, oui, mais en Afrique aussi, il y a des alors je ne sais plus bien où, mais il y a des lacs africains, ou des endroits où les gens traditionnellement consomment déjà ces microalgues. Donc ça fait partie, pas chez tous les peuples africains, mais chez certains, de leur paysage alimentaire. Alors vous êtes associé, on va poursuivre avec Roquette, vous êtes associé avec une petite entreprise, vous êtes en ce moment sur l'Expo universelle à Milan. Oui. Le thème de l'Expo universelle à Milan, c'est nourrir la planète, demain. Oui, Comment mieux se nourrir demain et comment nourrir tout le monde. Et justement, vous êtes présent pourquoi vous êtes associé avec une petite entreprise, vous qui êtes un des leaders mondiaux en la matière? Alors, parce que on se rend bien compte que, encore une fois, ce type d'ingrédients très nouveaux pour nos cultures sont méconnus par des consommateurs. Et donc, on se doit, nous aussi, de contribuer à faire connaître ces ingrédients-là. Or, ce n'est pas forcément le métier d'un fournisseur d'ingrédients de communiquer au grand public. Donc, on a choisi de collaborer effectivement donc avec Algama, donc on a cité Spring Wave tout à l'heure, qui est une boisson à la spiruline. Donc voilà, c'est une petite société qui développe des produits finis contenant des microalgues, et bien eux ont vraiment ce rôle de communication auprès du grand public, et ça montre aussi que nous faisons le choix de supporter nos clients, les industries agroalimentaires, puisque utiliser des ingrédients nouveaux, ça, évidemment, ça paraît très séduisant, mais il y a aussi beaucoup de challenges, il y a des limites, effectivement, réglementaires, donc il faut maîtriser tout cela. Et donc, on s'est construit, nous, une expertise dans ce domaine-là, en tout cas sur les microalgues, pour aider et aiguiller nos clients à pouvoir développer leurs produits. Alors justement, sur l'aspect réglementaire, Hélène Lepocher va nous éclairer un petit peu. Elle est déléguée nutrition santé au pôle de compétitivité Valoriale, et vous travaillez, je vous le disais tout à l'heure, au sein de I2D Santé, donc l'ex-CRIT Santé Bretagne. La réglementation, on l'a vu, et Stéphanie tout à l'heure l'a évoqué, aujourd'hui par exemple on ne peut plus mettre antioxydants sur les packaging. Normalement non. Normalement non, alors on verra, mais avant tout ça, quelle est la réglementation lambda? Est-ce qu'il y a une réglementation spécifique super aliment, ou alors il y a une réglementation classique à laquelle il faut répondre? Comme M. Birlouez l'indiquait dans son introduction, la notion de super aliment, il n'y a pas de définition réglementaire en tant que telle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réglementation qui s'applique sur n'importe quel aliment s'applique aussi sur les super aliments. Notamment, justement, sur tout ce qui concerne les allégations nutritionnelles et de santé, puisque c'est le moyen de communiquer auprès du consommateur des bénéfices santé éventuels d'un aliment. Et là, je dirais, on revient aux mêmes règles que pour tout aliment. Vous devez être capable de prouver la teneur, souvent en vitamines, en minéraux ou en autres nutriments bénéfiques pour la santé, pour pouvoir revendiquer derrière une allégation nutritionnelle, voire une allégation de santé. Et ce qui veut dire par là, c'est que ça n'est pas toujours évident, notamment lorsqu'on incorpore dans une recette des super fruits. Je prends souvent cet exemple-là, puisque quelquefois le process peut modifier la teneur notamment en vitamines ou en antioxydants, et la réduire drastiquement. Et du coup, derrière, on ne peut plus communiquer parce qu'on en a mis déjà qu'un faible pourcentage dans notre recette. Donc ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Bon, il n'y a pas de valeur ajoutée en tout cas. Je dirais quand même la valeur ajoutée que j'y vois, c'est que par rapport à rajouter une vitamine synthétique, comme le disait Madame Stéphane, on est quand même sur un apport d'un produit dit naturel. Donc ça peut être un plus quand même pour le consommateur. Alors vous travaillez justement avec les industriels, avec l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce qu'on vient vous demander? Est-ce que de plus en plus, on a vu tous les chiffres, Stéphanie Ledonge le montrait bien, surtout les courbes, elles sont exponentielles, elles sont toutes en augmentation. Qu'est-ce que les industriels viennent vous demander, par exemple, concernant la réglementation? Alors c'est souvent donc des questions justement sur la possibilité de communiquer sur des allégations nutritionnelles. Est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas? Voilà, qu'est-ce que je peux dire sur mon produit?
Et puis aussi, lorsque certains industriels sont intéressés à aller chercher, je dirais, le dernier super fruit ou super aliment exotique dont ils ont lu quelque part l'intérêt, c'est quand même de se poser la question, est-ce qu'il est autorisé en Europe? Puisqu'en Europe, on a un règlement qui s'appelle le règlement Novel Food, qui n'autorise dans la consommation, je dirais, courante, que des aliments qui ont été consommés de manière courante avant même 1997 et qui rentrent dans 4 grandes catégories de produits. Mais les extraits végétaux et les aliments d'origine végétale peuvent potentiellement rentrer dans cette catégorie. Ce qui veut dire qu'un nouveau superfruit, le HCAP par exemple, je ne sais pas là, quel est son statut, si aujourd'hui en Europe, il rentre sous le statut Novel Food ou pas. Sachant que si vous allez chercher vraiment quelque chose de différenciant justement hors Europe, vérifiez bien cela, parce que si jamais c'est un Novel Food, vous tombez sous la réglementation Novel Food, ça vous impose d'établir un dossier relativement lourd. Et on risque des amendes, par exemple? Oui, ou un retrait sur le marché, c'est ça? Oui, voilà, vous n'êtes pas autorisé. Donc, oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'au sein de l'Union européenne, tout le monde joue le jeu? Parce que tout à l'heure, on a vu, par exemple, sur les antioxydants, que les Anglais, notamment... Mais même en France, en France, quand vous allez dans certains linéaires, vous arrivez encore à avoir cette communication antioxydants. Or, la réglementation, on l'interdit en tant que telle, puisque c'est considéré comme une sorte d'allégation nutritionnelle, parce que pour le consommateur, il y attribue un bénéfice nutritionnel, voire un bénéfice santé. Alors, comment un produit... Oui, je voulais terminer. Ouais. Or, aucune allégation, justement, n'a été autorisée, hormis sur les polyphénols de l'huile d'olive, pour l'effet antioxydant. Donc, c'est assez limitant pour pouvoir alléguer... voilà. Alors ceux qui exportent par exemple dans le monde entier et en dehors de l'Europe, comment rester compétitifs par rapport à des Américains qui apparemment peuvent continuer à le mettre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les industriels se mobilisent, ils ont raison, auprès de la Commission européenne pour essayer de faire reconnaître la notion de descripteur générique sur les antioxydants, c'est-à-dire qu'on puisse continuer à afficher sur son packaging antioxydants. C'est le même cas pour les probiotiques, pareil. Même sanction, comme aucune allégation de santé n'a été autorisée, on ne pouvait plus afficher le terme probiotique sur son emballage. Mais bon, les choses vont peut-être évoluer, il faut l'espérer. Mais en tous les cas, je dirais que c'est une prise de risque, parce qu'on voit quand même dans les linéaires en France, il n'y a pas qu'en hors Europe, des industriels qui continuent à communiquer le terme antioxydant sur leur packaging. Bon, voilà, il y a une prise de risque. Donc Stéphanie, peut-être vous allez pouvoir compléter. Justement, vous avez bien étudié et puis vous faites de la veille permanente et vous voyez bien justement, on va dire, la composition des étiquettes avec toutes ces allégations et puis toute cette réglementation. Est-ce que les choses ont beaucoup évolué ces dernières années? Est-ce qu'il y a un flou? Et puis des fois, tout à l'heure, vous avez bien dit, on essayait de contourner et puis... Nous, on a beaucoup suivi en fait. Alors c'est vrai qu'on suit pas trop la réglementation, mais là, forcément, le règlement allégation allait forcément impacter grandement la communication en termes de nutrition santé. Donc on a vraiment beaucoup suivi les choses jusqu'en 2012, et donc on pensait voir vraiment une grosse chute en fait de la communication ou au moins de l'innovation en alimentation santé, ce qui n'a pas été réellement effectif. On a continué à voir les choses progresser. Alors, je pense qu'il y a une grosse part du martèlement publicitaire qui a eu lieu pendant des années, où ça y est, les consommateurs ont quand même bien intégré. Alors, on parlait des probiotiques, les consommateurs ont bien intégré que certaines bonnes bactéries étaient bonnes pour notre santé immunitaire, etc., etc. Donc, il y a eu, je pense, un tel martellement pendant quelques années qui fait que, on s'est ancré dans nos esprits. Et maintenant, comme on le voyait, on a encore pas mal d'industriels qui arrivent à alléguer différemment, qui travaillent l'allégation émotionnelle, qui travaillent... On change son discours qui arrivent un petit en fait à changer, à raconter une histoire un petit peu différemment, qui leur permet toujours d'être compétitifs par rapport à leur communication, sans forcément continuer à dire ça c'est bon pour votre transit, ça c'est bon pour votre système immunitaire. Il y a vraiment eu, alors d'abord de la part des gros groupes, évidemment, Danone a une énorme force de frappe en termes de marketing. Donc Danone, ils ont même senti le vent venir, ils n'ont même pas demandé des allégations, mais ils ont vite réussi à tourner, à changer un petit peu leur communication de façon à pas du tout perdre de part de marché dans leur univers. Et du coup, ça a permis aux plus petits, qui avaient des forces marketing peut-être moins importantes, de suivre les stratégies utilisées par... Donc il y a la suggestion, il y a l'allégation émotionnelle, il y a pas mal de choses. Nous, on l'a pas mal suivi en fait au travers de notre veille. Et il n'y a pas eu de chute comme on pensait. On s'attendait vraiment à une baisse qu'on n'a pas forcément observée.
Anne-Emmanuelle Leminous, donc vous travaillez à l'Adria, vous allez pouvoir prendre le micro d'Hélène. À l'Adria Développement, juste à côté, justement, comment se positionner quand on est industriel? Parce que on voit bien que la communication est importante. Il faut aussi crédibiliser sa démarche et les industriels, en tout cas, sont pas forcément aidés parce que il y a des flous et il y a des choses qui et on sont peut pas forcément. On peut pas être expert en dessous. Voilà, et puis ça bouge beaucoup. En fait. Voilà. Donc on a vu il y a quelques années ce type de demande arriver auprès de nous, centres techniques, donc d'entreprises qui nous demandaient comment s'y prendre pour incorporer ces ingrédients, ces super aliments dans les produits et surtout ne pas se tromper après en termes de communication, de positionnement, parce qu'il y avait cet environnement réglementaire très présent et qui pouvait inquiéter. Et donc on a réfléchi un petit peu sur ce marché des super aliments. Alors à l'époque, on l'a fait aussi avec des étudiants de la licence Aliments Santé de Quimper, donc ils sont nombreux dans le fond de la salle. C'est pas eux, mais on a quelques étudiants nouveaux crus là, dans la salle pour réfléchir un petit peu à ce marché des super aliments, des aliments santé, et à ce risque de décalage qu'il pouvait y avoir entre une attente grand public, une communication, et puis ce qu'on pouvait réellement dire sur les produits. Donc on a travaillé avec des étudiants sur la démarche, l'apport de la preuve et comment aborder ce marché des aliments santé. Et je dirais qu'aujourd'hui, en termes d'accompagnement suite à ce travail-là pour les entreprises, c'est déjà de la formation, de l'accompagnement des entreprises sur ce que sont ces super aliments. Une connaissance en nutrition, forcément, ça demande à mettre à jour ces connaissances aussi pour les entreprises. De nouvelles exigences en termes de qualification de ces matières premières, parce qu'il ne suffit pas de dire je vais intégrer des micro-algues, j'ai envie de mettre de la baie de goji, etc. C'est avoir un esprit critique sur son sourcing matières premières. C'est pas parce que dans la presse on dit qu'un produit contient 400 fois plus de vitamine C que du jus d'orange. Super héros, c'est ça. Voilà, que le sourcing qu'on va m'apporter là, lui, effectivement, aura bien cette promesse-là. Donc déjà d'avoir cette exigence sur son sourcing matière première pour vérifier la véracité de cette promesse dans l'ingrédient. Et puis après, centre technique des produits agroalimentaires, d'accompagner, comme le disait Hélène, dans la formulation du produit. Ça, on ne commercialise pas forcément de la spiruline ou de la baie d'açaï ou autre. C'est quand c'est intégré dans le produit, compte tenu de la formulation, compte tenu de l'impact des procédés. Est-ce que ces promesses, encore une fois, parce qu'on en est toujours là, c'est un public qui attend, qui a une attente forte sur les produits qu'il achète. Est-ce que la promesse est encore là dans le produit fini? Et c'est cet accompagnement-là qu'on fait auprès des entreprises pour construire cette confiance entre l'industrie et le consommateur, pour que cette promesse soit bien au rendez-vous du produit formulé. Aurélie Stéphane, est-ce que vous, il y a des moments où vous avez à Thiboum, vous n'avez pas pu utiliser des super aliments parce qu'il y avait la réglementation Oui, j'ai l'exemple justement du Camu Camu. Alors qu'est-ce que c'est le Camu Camu? Le Camu Camu, c'est une petite baie d'Amérique du Sud et qui est très très concentrée en vitamine C et qui est commercialisée en forme de poudre ou de complément alimentaire, donc pour justement un apport en vitamine C. Et donc nous souhaitions l'intégrer dans une de nos recettes au début. Et on s'est rendu compte que c'était pas possible. Donc on a remplacé le Camu Camu par le baobab. Et ça, c'est parce que, justement, par rapport à ce que vous disiez, ça n'a pas été encore fait l'objet d'une demande pour être... C'est autorisé en complément alimentaire, mais pas dans l'aliment courant. Voilà, pas dans l'alimentation. Ouais. Donc là, vous n'avez pas pu. Et donc, du coup... la poudre de baobab. Parce que c'est, Alors, la poudre de baobab, Éric Birluez nous a expliqué tout à l'heure, c'était le produit tendance, c'est ça? Enfin, la pulpe, tout à l'heure, c'était... Mais qui remonte à... Ça fait longtemps, en fait, que la poudre de baobab est utilisée traditionnellement, mais même dans les nouvelles foods et même en Europe, ça fait très, très longtemps, je pense. Depuis les années 70, en boisson, notamment. Hélène? Oui, je veux juste préciser pour la pulpe déshydratée de fruits de baobab, il y a une décision de 2008 uniquement sur le novel food. Donc c'est pas très, je dois me tromper parce que vieux. C'est Phytotrade Africa qui avait déposé la demande. D'accord, parce qu'apparemment il y avait des demandes qui dataient des années 70 et des produits qui étaient déjà transformés avec.
En tous les cas, moi j'ai vu une décision, mais datant de 2008. Moi j'ai le document. J'ai peut-être des mauvaises sources. Alors, sur l'approvisionnement justement de ces superfruits, parce qu'on peut avoir des superfruits, vous avez dit, avec des valeurs nutritionnelles super intéressantes, mais bon, si c'est voilà, à l'autre bout du monde avec plein de pesticides, comme l'évoquait tout à l'heure Éric Berlouez, quel est l'intérêt en fait de les intégrer à des aliments, enfin quelle est la plus-value quoi. Alors est-ce que la difficulté, est-ce qu'il n'y a pas non plus, on est vraiment dans le marketing là, est-ce qu'on n'est pas que sur, on va dire, de la supercherie entre guillemets. Anne-Emmanuelle Luminous. Est-ce qu'on n'est pas que sur la là c'est la consommatrice qui parle, c'est voilà, est-ce que parce que c'est vrai que si on met des baies de goji qui sont plein de pesticides qui viennent de l'autre bout de la planète, quel sens ça a Aucun. Je vous répondrai, aucun. Ça a un intérêt, cette réflexion des super-aliments, comme je dis souvent, de rapporter de la densité nutritionnelle dans nos produits, parce que effectivement, quand même, l'évolution des pratiques agroalimentaires, mais en amont aussi agricoles, ont quand même amené un appauvrissement de la densité nutritionnelle des ingrédients sur le marché. Et aujourd'hui, c'est une façon d'en réapporter, mais ça demande un sourcing pertinent de ces matières premières. Et un sourcing qui n'est pas forcément planétaire, puisque comme on l'a dit sur beaucoup d'exemples là, on a plein de choses intéressantes à côté de chez nous. Et même ces choses que l'on a ramenées d'Afrique ou autres, si on parlait de l'exemple de la spiruline, aujourd'hui on le produit chez nous. Il y a de la production à Douarnenez, il y a Douarnenez, ailleurs en Bretagne. Donc aujourd'hui, il est là le challenge, c'est d'avoir des super aliments et des super aliments tracés et de qualité. Et de proximité. Et tant qu'à faire, parce que là, on fait le bon mix marketing, j'ai envie de dire. Oui, mais Éric Berlouet, tout à l'heure, vous nous avez bien expliqué, et puis Stéphanie Ledonge aussi, vous l'avez évoqué, il y a le côté exotisme aussi, le côté exotique qui attire dans les super aliments. Oui, c'est vrai. Mais alors si c'est exotique et qu'on a vérifié la qualité du sourcing, c'est encore mieux. Parce que là, on combine... Parce que la proximité, c'est vrai qu'on va beaucoup parler, c'est pas faux bien sûr, de proximité géographique, mais il y a aussi une proximité qui est celle de la confiance finalement. Je ne connais pas forcément le producteur, mais on m'a raconté son histoire et j'ai confiance dans la qualité de ce qu'il produit, dans sa manière de travailler. Parce que donc ça permet de combiner les deux. Ça peut être lointain, mais en même temps, mais si j'ai confiance, finalement, ça crée une proximité. Donc l'imaginaire fonctionne à fond, on va dire. L'imaginaire, mais on peut aussi apporter des éléments de réassurance concrets. C'est ce qu'il faut faire. Pas que ce soit juste une belle histoire. Alors tout à l'heure, vous avez expliqué que c'était plus des femmes qui consommaient... Oui, c'est ce que disent un peu les études, oui. Disent les études. Est-ce que ça aussi, ça peut évoluer s'il y en a tous les mois, si ça change? Pourquoi, selon vous, les hommes sont un petit peu plus récalcitrants? Parce que... ça, c'est vraiment le rapport, c'est le rapport au corps et à la santé, qui a, tout simplement, je dirais, qui est toujours beaucoup plus marqué chez les femmes. On voit que les hommes se préoccupent de plus en plus de leur corps, de leur santé. Oui, c'est vrai. Donc la tendance est là. Il y a toujours un différentiel, semble-t-il, mais bien évidemment, les hommes sont plus qu'avant soucieux également de leur santé, de leur corps, d'être en forme, tout à fait. Et là, je pense que c'est du positionnement produit, parce que vous regardez les produits pour sportifs. Aujourd'hui, vous allez dans les linéaires et vous regardez les produits pour sportifs, ils sont gorgés de super aliments. Et pour hommes, la performance, les trails, les choses comme ça y va. Donc, il n'y a pas que les femmes. Aurélie, Votiboom, vous allez par exemple dans ce créneau-là pour les sportifs? Disons qu'on a pas mal de demandes de sportifs, mais nous, on n'a pas encore exploré ce créneau-là. Mais je pense qu'il y a un réel potentiel. Ouais. Notamment avec les algues, la spiruline, le guarana, tous les super aliments qui ont des vertus toniques. Ouais. Valérie Lebihan, dans vos produits donc à base de microalgues, ou que ce soit la chlorelle ou la spiruline, vous pourriez donc éventuellement aussi développer tous les super fruits, tous les super aliments qu'on a évoqués là tout à l'heure? Ou alors c'est autre... Oui, c'est pas forcément le métier de Roquette. Pourquoi pas un jour dans le futur? C'est pas au programme, en tout cas aujourd'hui. Notre objectif, c'est vraiment de se développer dans les micro-algues et d'être un leader dans ce domaine et d'être surtout un expert sur lequel les industriels peuvent se reposer. Alors, est-ce qu'éventuellement, il y en a qui voudraient poser des questions? Parce que je sais que Éric Berlouez va devoir... nous quitter un petit peu plus tôt que les autres. Est-ce que vous avez envie de l'interpeller? Alors,
Je vais vous donner un micro. Non, alors vous allez vous lever. Je suis en master ADNS à Quimper et j'ai une question pour Valérie Lebihan. Vous exploitez beaucoup les microalgues, mais les macroalgues, vous n'envisagez pas du tout les exploiter? Aujourd'hui, de nouveau, non, c'est pas prévu parce que le moyen de culture aussi des macroalgues n'a rien à voir avec celui des microalgues. Et aujourd'hui, notre expertise, elle est plutôt dans un savoir-faire sur les microalgues. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors... Merci. Bonsoir et merci pour tout ce que vous venez de dire. Je me présente, je m'appelle Bruno Matignon et j'ai été l'élève depuis 1984 d'Olivier Barbarou, Ifremer, 35 ans de voyage autour du monde sur les algues alimentaires, Pierre Arzel, Claude Chassé, Hervé Tisse pour la cuisine note à note. D'où tout ce que vous venez de dire est très très intéressant. On va vers un langage, on va vers un demain. Alors soyez prêts, c'est écrit sur les affiches. Aussi, je m'adresse surtout aux jeunes élèves qui sont là, car les professionnels sont déjà avertis. Mais j'ai à remarquer, sans vouloir jouer les troubles faits quand même, qu'il y a des langages qu'il faut savoir tenir. Alors si je peux me permettre, j'ai plusieurs petites questions à soulever devant le grand public, parce que c'est pas tous les jours qu'on est invité, bien sûr. C'est d'abord sur le langage, sur les algues alimentaires. Je vous ai entendu, les uns comme les autres, des gens de communication, scientifiques ou disons futurs industriels ou industriels même, parce qu'on reviendra sur les chlorelles tout à l'heure, mais je signale quand même à madame que la spiruline a sauvé bien des gens en Afrique depuis 50 ans. Donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment une innovation. Que les chlorelles, c'est aussi, disons, ça a servi à purifier l'eau, disons, dans les stations. Donc c'est quand même quelque chose que l'on connaît. Hormis à ce qu'ils viennent en poudre pour moi, en farine pour vous, il y a des explications à donner au grand public. Alors la première, si je puis me permettre, c'est déjà le franc-parler sur ces algues marines alimentaires. Je rappelle qu'en gros, il y a 850 espèces au pourtour de la Bretagne, notamment au pourtour de l'Europe, et que 12 ou 14, selon, disons, certains documents que l'on peut lire aussi sur Internet, 12 ou 14 sont, et je parle des macroalgues, je reviendrai aux microalgues tout à l'heure, des macroalgues, il n'y en a que 12 ou 14 qui sont reconnus par le service d'hygiène de France. Quand on s'adresse à des jeunes, disons, qui passent des masters et autres, et quand on s'adresse à des industriels qui sont dans la communication obligés de faire attention à chacun des mots pour respecter, disons, le public égale le consommateur. On doit savoir lire, disons, sur les étiquettes. Et quand on parle de algues, et je peux vous donner un exemple qui n'est pas, disons, du tout par prétention de dire que j'ai fait, mais en 1998, au Cial, j'étais reçu avec la CCI de Quimper, avec 3 grands chefs japonais, et j'ai eu les honneurs, disons, de PPDA le soir au journal de 20h, où je me suis permis de lui dire, bah, écoutez, vous êtes bien aimable, mais quand vous employez le mot algue, moi je suis un chef cuisinier breton, je suis quelqu'un qui va sur les rochers, donc je ne suis pas quelqu'un de laboratoire, chacun sa place. C'est vrai que si j'étais quelqu'un de laboratoire, j'aurais un nom peut-être plus célèbre. Mais quand on est cuisinier, on est dans son jardin, les jardins de la mer. Et je disais à PPDA, quand vous avez des millions de gens qui vous écoutent en disant « Oui, alors ce soir, on va parler des algues », je rappelle que les algues, hormis dans le domaine alimentaire que tout le monde peut connaître ici, les E400 à E407, qu'on pourrait développer dans toutes les matières industrielles agroalimentaires, que le mot algue peut aussi, disons, faire partie de l'historique de la première pellicule photo, des imperméables, de la stabilisation, disons, des pneus pour voitures de course et autres. Donc le mot algue, aujourd'hui, et ici notamment, je précise, et ça fait des années que j'en parle, mais qu'est-ce que c'est que la parole d'un cuisinier, comparativement, disons, à des gens qui ont des diplômes et qui sont dans des grands laboratoires? Le mot algue ne doit pas rester, disons, galvaudé comme ça. Quand vous parlez au grand public, à des consommateurs qui veulent manger, prononcez bien le mot algues marines alimentaires. Il n'y en a que 12. Il y en a 838 qui restent de l'autre côté. Donc, il faut aller vers une communication qui soit intelligente, d'où le consommateur comprenne tout de suite. Il faut être objectif. Il faut savoir, disons, le préparer à ça, à savoir ce qu'il va manger à l'intérieur. Alors après, on va voir
dans le domaine de la communication. Vous avez en prenant les macroalgues, je m'excuse auprès de madame, vous allez les apertiser, vous avez les fraîches salées, vous avez les micronisées. Donc, et puis vous avez les algues séchées. Les gens sont un tout petit peu perdus. Et je profite, disons, d'élever un petit peu la voix aujourd'hui parce que des soirées comme aujourd'hui qui sont très instructives et qui vont, disons, au-devant, disons, des jeunes dans l'avenir de l'agroalimentaire, il faut réapprendre à parler et à prononcer les choses. La com, c'est bien. Tout à l'heure, tout ce que vous en avez fait voir, disons, vis-à-vis des fruits, c'est formidable. Bon, il faut avancer dans la vie et on découvre des choses, c'est magnifique. Il y a vraiment des gens qui font bien leur boulot. Mais au niveau des algues alimentaires, où c'est une sensibilité bretonne et qui a, disons, je peux vous dire, on est ambassadeur de quelque chose parce qu'on a des eaux qui sont pures. Eh bien, on peut en parler, disons, très longtemps. Il faut reprendre avec les scientifiques et les gens qui connaissent bien les choses, la façon dont on en parle pour pouvoir bien les marquer sur les étiquettes et d'abord apprendre aux jeunes qui sont dans les écoles à bien en parler. Alors, je remarque, pendant que j'ai le micro, aussi, pas trop longtemps, mais juste un peu, au niveau, disons, des saveurs, on n'a pas parlé du tout de l'umami. Quand on prend Hervétis de la cuisine moléculaire, il est passé à la cuisine de Note-à-Note, on parle de l'umami. L'umami, ce n'est pas spécialement que les algues marines, hein. Il y en a aussi, disons, dans d'autres légumes. Ça, il faut le dire aussi aux jeunes et il faut le dire aux consommateurs. Et puis, comme je prendrai quand même deux minutes supplémentaires pour aller au-devant d'une communication qui est importante, parce qu'on ne peut pas tout dire, bien sûr, mais je suis sensible, parce que je m'occupe beaucoup, disons, de jeunes qui sont en difficulté, ou je m'en vais au Greta ou au CLPS à Brest, pour donner la documentation à des gens qui veulent rentrer dans l'alimentaire. Mon petit point sensible, et à chaque fois j'en parle, c'est au niveau, par exemple, des situations des langoustines. On prend une langoustine, continuer à en manger. On prend une langoustine, on va donc, disons, trouver ce côté, son corps délicieux, et on a instinctivement, on va sucer la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de langoustine? Un cerveau, très certainement. Pas gros, mais vous avez des hélicères. Alors pourquoi je dis la langoustine? Continuez à en acheter, continuez à en manger. Par contre, vous qui avez, disons, la communication, monsieur le scientifique, là, hein, dites bien à tous les gens qu'aujourd'hui, les consommateurs, quand ils vont, et je suis un consommateur, quand ils vont dans les supermarchés, dans les poissonneries et tout, et qu'on achète des milliards par jour, des milliards de crevettes, dites-leur bien de continuer à manger la chair des crevettes, mais de jamais sucer les têtes. Parce que les études que l'on a fait avec, enfin, disons les rapports d'études que j'ai eus avec M. Barbarou d'Ifremer, eh bien, démontrent que dans le monde entier, tous les aliments qu'on donne dans les piscicultures n'ont jamais vraiment été analysés. Et rappelez-vous, et j'arrêterai là, rappelez-vous de la vache folle. C'est toujours par les hélicères qu'arrivent, disons, des catastrophes. Et dans les têtes de crevettes ou, disons, les gambas, il ne faut plus les sucer, il ne faut même pas les donner à vos chats. Mangez le corps, foutez le reste à la poubelle et faites même pas de sauce avec. Si au moins ce message-là est passé en quelques minutes, merci de m'avoir écouté, sans agressivité, continuez à faire votre boulot, c'est bien. Bon, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui a envie de... Éric Birlouez? Il y a un micro juste à vos... Alors vous avez tout à fait raison de dire que c'est important d'avoir vis-à-vis du consommateur un langage qui soit précis et qui évite justement les confusions. Mais puisque vous êtes chef, si j'ai bien compris, il y a effectivement quelque chose qui était sous-tendu dans tout ce que l'on a dit, mais peut-être on ne l'a pas dit assez, c'est que bien évidemment, il y a ces attentes de santé, de naturalité, de bien-être, etc. Mais c'est évident, mais il ne faut quand même pas l'oublier, la notion de plaisir alimentaire et de goût est quand même important. C'est-à-dire on peut faire les meilleurs aliments santé et super aliments que l'on veut. Si les gens ne les apprécient pas sur le plan gustatif, ça ne marchera pas. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important. En tout cas, dans notre culture alimentaire française, on n'est pas les seuls, mais chez nous, c'est important. Cette dimension du plaisir sensoriel, elle est quand même première. On a peut-être oublié de le dire, alors je m'en souviens et je le dis maintenant. Alors Aurélie Stéphan a insisté tout à l'heure sur cette notion de goût et et que voilà, c'était important pour elle avant tout de mettre du goût dans ces galettes énergétiques. Voilà, dans les saveurs et notamment au niveau des algues aussi, et les marier avec d'autres ingrédients, je pense que c'est intéressant. Oui, bonjour. Alors merci pour ces super conférences sur ces super aliments. Juste une question à l'ensemble des orateurs. Bon, je suis
tout de même un peu surpris de voir que quand on parle de super aliments, on parle de super aliments végétaux. Bon, moi, je suis du monde animal, donc je suis quand même un petit peu déçu, je dirais. Bon, je prendrais juste un exemple pour moi d'un produit qui pourrait et qui est dans certaines régions du monde un super aliment, c'est l'œuf. L'œuf, pourquoi ? Pourquoi peut-il être un super aliment ? D'une part, je réponds à l'objection que vous avez soulevée, on ne tue pas l'animal, donc c'est déjà, il y a une dimension idéologique qui disparaît. D'autre part, grâce entre autres aux microalgues, d'un œuf, on peut faire ce qu'on veut, on peut l'enrichir en DHA, on peut l'enrichir en oméga 3, on peut l'enrichir en sélénium, on peut vraiment en faire un super aliment, et je répète, de façon naturelle. Bon, du reste, je n'invente rien, ça existe au Japon, ça existe en Corée, ça existe. Un pays comme la Tunisie est beaucoup plus en avance. Alors quand on dit que c'est une question de niveau de vie, on peut se poser des questions, hein. Donc pourquoi cet oubli ou cette négligence de tout ce qui est d'origine animale, y compris des produits comme l'œuf ou comme le lait, qui n'implique pas le sacrifice de l'animal. Alors, qui veut répondre ? Vous avez le micro qui est... C'est vrai que je ne m'étais pas posé la question de l'œuf en particulier, c'est tout à fait intéressant. Après, oui, alors là, vous parliez d'enrichissement en oméga 3 par ce que l'on va donner à manger et autres, voilà, ce qu'on va donner à manger aux volailles. Et donc, il y a une manière, là, pour le coup, effectivement naturelle, d'enrichir naturellement un aliment en nutriments intéressants. Et ça, c'est plutôt bien, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'effectivement, l'adjonction de produit. Oui, mais je pense qu'il y a la question. Voilà, puis alors c'était la question de l'image des produits végétaux qui, comme je le disais, spontanément sont positivement connotés, beaucoup plus que les produits animaux. Mais vous avez raison, l'œuf, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose que la viande qui nécessite, mais c'est quand même l'élevage. Alors Aurélie, prenez le micro. Ce que je pense, pourquoi il y a très peu de produits d'origine animale qui résonnent dans ce monde des super aliments, c'est parce que le mouvement des super aliments, rapprochez le micro. Voilà. Le mouvement des super aliments a été peut-être plus porté par des mouvements comme des personnes qui sont végétariennes, végétaliennes, et ça date pas d'aujourd'hui. Pourquoi ces personnes-là sont à la recherche de protéines, mais plus de protéines végétales. Et maintenant, c'est vrai que ce mouvement s'étend, et c'est pour ça qu'on retrouve, je pense, moins de super aliments d'origine animale, même s'il y en a sûrement aussi. Moi, je mange pas d'œufs, je suis végétarienne et non, désolée, ça sera pas. Alors, Stéphanie, allez-y. Donc oui, non, effectivement, au départ, c'est vrai que dans la définition, on a toujours en tête de se dire, voilà, le végétal, face à l'agression, il ne peut pas fuir. Donc le végétal, il développe naturellement, en fait, des molécules qui vont lui permettre de se défendre, contrairement à l'animal qui peut fuir. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai préparé ma présentation au tout départ, effectivement, moi, je pensais aux poissons gras, les petits poissons gras de début de chaîne, je pensais à l'œuf, etc. Maintenant, on avait 3/4 d'heure pour présenter, donc j'ai décidé de faire vraiment le focus plus sur le végétal, parce qu'aujourd'hui, le végétal a vraiment bonne presse, et que dans l'esprit des consommateurs, le végétal, même si les champignons les plus dangereux font partie du règne végétal, mais malgré tout, le consommateur a l'impression que le végétal, c'est bon, et l'animal a peut-être été un petit peu décrit. Alors moi, je suis pas du tout végétarienne, je suis même une grosse consommatrice de produits carnés, et je trouve que l'univers animal a énormément fait de progrès. Alors moi, je suis vraiment partisan de Bleu Blanc Cœur, par exemple, qui il y a quelques années, on essayait d'enrichir, en fait, on enrichissait des éléments, on disait tiens, on va rajouter de ça dedans. Aujourd'hui, on enrichit à la source. Donc dans l'univers animal, on a vraiment réussi à développer des filières ultra intéressantes. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, quand on parle de super aliments, on va vite chercher à l'autre bout du monde, alors que dans les murs du fond de mon jardin, j'ai plein de super aliments. Si j'achète mes tranches de jambon Bleu Blanc Cœur, j'ai une richesse en oméga 3 parce que je suis revenue à un mode de culture originel qui, du coup, apporte des aliments beaucoup plus sains. C'est vrai qu'on aurait pu effectivement aborder tout ça. J'y ai pensé, moi, notamment plutôt aux petits poissons, aux œufs, tout ça. Mais à un moment donné, on a restreint. Quand vous faites votre veille et quand vous alimentez votre base de données, en fait, à la CCI de Rennes, vous voyez un petit peu tout ce qu'évoquait monsieur. Ah oui, nous, on a pas mal travaillé là-dessus. Je me rappelle aussi d'un yaourt fait par la ferme de Grignon, là, enrichi en sélénium, parce qu'à l'origine, l'alimentation avait changé. Nous, on suit un petit peu tout ça. On a vraiment beaucoup suivi l'évolution. Je parlais de Bleu Blanc Cœur.
nous, notre veille, elle touche un peu tout. Donc c'est vrai que quand on a un comité de rédaction, on évoque tous ces sujets. Maintenant, on fait des choix par rapport à ce qu'on publie sur Thémavision, mais c'est pas rare qu'on publie des choses relatives au sujet que vous annonciez. Et on a l'impression aussi que le super aliment, en fait, il est décrété par, allez, on va dire une star américaine. Voilà, c'est ça. C'est un Enfin, peu une mode. C'est les magazines féminins qui en parlent. C'est sûr que le magazine féminin va beaucoup plus facilement te parler de goji que de parler de l'œuf, quoi. Ça fait moins rêver. Malheureusement. Si par exemple monsieur met en scène je sais pas quoi ou demain voilà l'œuf, ça peut partir aussi. C'est plus difficile de créer du rêve peut-être autour de ces aliments basiques qu'on connaît bien que autour des choses nouvelles qui nous font un peu voyager dans notre tête parce que voilà, on n'a pas le budget pour voyager, donc on va manger des baies de goji puis on va s'imaginer à l'autre bout de la planète, quoi. Hélène Le Pocher. Nouvelle et qu'on ne connaissait pas, donc du coup on leur attribue beaucoup de bénéfices, de vertus. C'est-à-dire qu'on imagine un peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'imaginaire qui joue beaucoup quand même. Ouais. Dans les super aliments, au tout début on a commencé par les super fruits, après les super graines, les super plantes. On n'a pas encore entendu parler de super poisson ou de super œuf. Mais ça va peut-être venir. Il y a le crime Alors dont pour on a l'œuf, un je peu voudrais parlé. revenir quand même sur l'œuf, parce qu'il y a eu une tentative il y a quelques années de ça d'une entreprise qui avait aussi mis sur le marché un œuf enrichi avec pas mal de vitamines et de minéraux. Et en fait, ça n'a pas trouvé, ça n'a pas trouvé sa cible et son marché. Ça n'a pas trouvé le consommateur. Alors, c'est difficile pour un industriel parce que l'espace-temps n'est pas forcément le même. Par exemple, chez Roquette, vous êtes plus penché sur les dérivés d'amidon et puis les microalgues, mais de répondre à ce phénomène de mode, à ces choses qui évoluent sans arrêt. Le facteur temps n'est pas le même. Comment faire, Anne-Emmanuelle Luminous, justement, pour gérer un petit peu tous ces paramètres? J'ai pas la recette. Il y a une question d'agilité des entreprises, c'est clair, pour être en... Il y en a qui sont en avance, il y en a qui arrivent à rebondir à l'instant T sur un effet de mode, et puis il y en a qui arrivent quand même à être dans le bon timing de l'innovation. Et je crois que ce que l'on peut faire le mieux, c'est de mettre en place tout l'écosystème autour pour que quand il y a l'envie, quand il y a la bonne idée, il y a tous les acteurs autour pour accompagner les entreprises, pour être prêts et pas laisser passer le marché quand il se présente. Valérie Lebihan. Moi, je dirais aussi que certains super aliments sont probablement effectivement des effets de mode. Ensuite, dans tous ces super aliments, certains vont s'inscrire dans une tendance à long terme. On espère que c'est le cas des microalgues et nous, en tout cas, c'est dans cette tendance-là qu'on s'inscrit pour, comme on l'a dit tout à l'heure, apporter des solutions aussi pour l'avenir. Donc, l'agilité, effectivement, est d'accompagner les industries alimentaires, soit pour les lancements de produits d'aujourd'hui, mais aussi pour leurs plans d'innovation dans les 5, 10, 15 ans qui viennent. Voilà. Alors, je voulais juste, parce que monsieur est parti, je pense. Bon. Non, mais allez-y. Je voulais juste repréciser que puisqu'on parlait d'étiquetage et donc d'appellation qui était recommandée des algues marines, je précise que les microalgues, la chlorelle est une microalgue d'eau douce, donc déjà on ne peut pas non plus dire n'importe quoi. Donc voilà la raison pour laquelle je pense que les industriels doivent évidemment de nouveau être attentifs à la réglementation et on doit appeler un chat et on ne peut pas tout enrober non plus dans des terminologies qui conviennent à tous. Alors, monsieur, collez bien le micro. Bonjour, Adrien Binet. Je suis très intéressé par les aliments santé depuis déjà bien longtemps et par donc c'est maintenant cette transformation en super aliments. Mais je me pose aussi la question qui m'intéresse de plus en plus de l'approvisionnement, je dirais plutôt local de ces produits. Moi maintenant je consomme, même si je bois encore du café, je consomme essentiellement bio et local. Donc on trouve de plus en plus des plantes qui sont chez nous, qui étaient utilisées autrefois et qui ne le sont plus. J'ai vu passer tout à l'heure dans une diapo la fleur de sureau. Je fais d'excellentes limonades avec de la fleur de sureau. Je ne sais pas quelles sont ses vertus, mais bon, en tous les cas, c'est bon. Et je pensais aussi à l'ortie.
L'ortie qu'on trouve dans tous les jardins, qu'on trouve en quantité phénoménale et qui, une fois séchée, ajoutée dans la cuisine, est très très bonne. Donc là, c'est pareil, je ne connais pas vraiment ses vertus, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de travail à faire sur ce que l'on trouve chez nous, plutôt que d'aller chercher effectivement le goji ou d'autres graines au Pérou ou ailleurs. Éric Berlouez, vous voulez... Alors. Non, c'était pour appuyer ce qui a été dit. Moi, je trouve très, très intéressé par effectivement ces démarches et même cet engouement pour les plantes sauvages comestibles. Que je trouve très intéressant parce que c'est finalement redécouvrir des choses qu'on a à proximité et qui, à condition de ne pas les cueillir évidemment au bord des routes, ça c'est pas terrible, mais dans des endroits protégés, je sais pas, le plantain lancé à olé, la roquette sauvage, enfin il y a énormément de richesses et ça je trouve que c'est intéressant, ce qui n'empêche pas de mon point de vue d'aller aussi chercher des produits ailleurs dès lors qu'on a les garanties d'innocuité et de mode de production doux. Mais vraiment cette redécouverte de ce que nous avons près de chez nous et que nous avons oublié, moi ça me paraît très très intéressant. C'est une manière finalement de se reconnecter à la nature, à notre environnement et puis aussi à ceux qui nous ont précédés. Donc philosophiquement, Alors en fait, finalement, le super aliment, il peut être, enfin je veux dire, bah voilà, exactement. Du coup, parce que alors moi, je suis vraiment partisan de la consommation. Voilà, les mûres, j'adore aller ramasser des mûres et en manger. Mais le problème, c'est qu'on se confronte encore à ce manque de connaissance du consommateur. Le consommateur, aujourd'hui, vous lui demandez goji, ah ouais, c'est bon pour la santé. Vous lui dites mûre, ouais, peut-être. Donc on se confronte toujours à ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas une culture nutritionnelle suffisamment forte. Et donc, du coup, il va plutôt partir dans l'imaginaire que partir sur ce qu'il a sous le bras et qui lui coûte rien en plus, hein, clairement. Alors, monsieur voulait poser une question ? Pierre Quinquis, je ne connais l'industrie alimentaire qu'en tant que consommateur, mais quand j'ai reçu l'invitation de la Technopole pour venir à votre exposé, que je trouve très intéressant, sur les super aliments, j'ai pensé tout de suite aux biomatériaux. Est-ce qu'il est envisageable d'introduire des non, pas aux biomatériaux, le mot m'échappe maintenant. Aux nanoparticules. Oui, j'ai pensé tout de suite aux nanoparticules et à leur mise dans les aliments d'une façon ou d'une autre. Je sais que ça on l'envisage pour les médicaments, effectivement, avec... Hein? Oui. Alors, je vous dis, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas spécialiste, mais ce que en tout cas, c'est clairement envisagé comme un des avenirs ou un des futurs de l'alimentation, l'utilisation des nanoparticules, par exemple pour encapsuler des nutriments d'intérêt, je sais pas, comme le fer par exemple, que l'on va mettre dans une matrice alimentaire et qui s'oxyderait s'il n'était pas protégé. Donc là, on peut utiliser les nanotechnologies et les nanoparticules pour encapsuler. Les emballages intelligents, ce qu'on appelle les emballages intelligents, c'est également à base de nanoparticules. Donc c'est des voies de recherche qui sont... je crois, sérieusement exploré dès maintenant. Mais ça, moi, je ne connaissais rien. Ça peut faire à ne pas communiquer forcément auprès du consommateur, parce qu'il va entendre nanoparticules et il va partir en courant, quoi. Donc, on est bien dans le message, dans la communication, dans le marketing, en fait, et comment on en parle, quoi. Et c'est ça, Hélène... oui, non, je voulais rebondir, là, comme vous l'avez pu le voir cet après-midi, super aliment, il y a quand même une notion de naturalité qui est souvent mise en avant. Hein. Et quand on va chercher les super fruits exotiques en Asie notamment, c'est relié aussi, et c'est pour ça qu'ils sont plus vendeurs que le cassis ou la mûre, qui sont peut-être aussi intéressants nutritionnellement. Mais on va rechercher derrière aussi, le consommateur qui est intéressé par ce type de super fruits, va rechercher le fait que ça a été utilisé de manière traditionnelle dans la médecine chinoise, dans la médecine tibétaine. Et tout ça, c'est une communication, ça lui parle au consommateur qui est un petit peu... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça rassure. Ça rassure, exactement. Et je pense qu'il faut peut-être recommuniquer sur, nos fruits ou nos végétaux locaux, mais sur leur usage traditionnel, ancestraux et leurs bénéfices que l'on a oubliés au fil du temps. Mais là, je dirais que c'est toute une communication à recréer et à redonner envie aux consommateurs de retourner vers ce type de produit. Ce qu'on a su faire en réintroduisant certaines céréales dans l'alimentation des animaux, etc., quoi. Alors, tout à l'heure aussi, on parlait de naturalité, de vitalité. Ce sont des mots qui sont importants. Par exemple, chez Roquette, vous communiquez aussi
avec ces termes-là sur les microalgues. Oui, c'est surtout que, donc, toujours dans le cadre des enquêtes consommateurs qu'on a pu mener avec des cabinets spécialisés, on a vraiment observé que lorsqu'on parle de microalgues, dans l'esprit des consommateurs, ce sont bien ces notions de vitalité et de naturalité qui les attirent. Parce que derrière ça, évidemment, il y a des preuves à la fois scientifiques, mais aussi dans l'imaginaire. On a parlé des Japonais qui ont la longévité la plus importante dans le monde. Donc le fait que la chlorelle, par exemple, soit un ingrédient traditionnel pour eux, dans l'esprit du consommateur, il va se dire peut-être que si j'en mange, je peux aussi vivre plus longtemps. Voilà, donc ces notions de vitalité et de naturalité sont clairement une attente des consommateurs, en tout cas sur les microalgues, mais je pense que c'est assez commun aux superfoods. Mais finalement, tout ça est très subjectif, Éric Birloès. Ah oui, merci. Oui, mais c'est subjectif, mais parce que, encore une fois, l'aliment, ça n'est pas que des nutriments, ça n'est pas seulement que des vitamines, des minéraux, des antioxydants, ça en fait partie, bien évidemment, mais l'acte de manger, c'est une banalité de le dire, c'est un acte social, on incorpore, on l'a vu, de l'imaginaire, du rêve, on a parlé et du plaisir, de la distinction sociale, la manière dont je mange me permet me donne un sentiment d'appartenance à un groupe et pas à un autre, etc. Donc tout ça s'est mêlé. La dimension émotionnelle de l'alimentation. Pourquoi est-ce qu'il vous arrive dites-moi la vérité, est-ce qu'il vous arrive de manger alors même que vous n'avez pas faim? Vous savez que vous n'avez pas faim, vous avez mangé il y a 1 heure. Est-ce que malgré tout, il vous arrive de manger? Oui, évidemment. À quel moment? Alors, je sais ce que vous allez me répondre. Vous allez me répondre quand je m'ennuie. J'espère que ça n'a pas été le cas cet après-midi, mais je n'ai vu personne grignoter. Quand je suis un peu déprimé, quand je suis stressé, quand j'ai un examen à préparer pour les étudiants. Donc l'aliment nous sert également à gérer nos émotions, parfois positives, mais souvent négatives. Donc il y a plein de dimensions dans l'alimentation qui fait que, bien sûr, on peut et il faut parler des atouts nutritionnels des aliments, c'est important, la santé, le bien-être, la forme, mais le bien-être et la santé, c'est aussi dans la tête que ça se passe, quoi. C'est pas seulement la santé physique, c'est aussi la santé mentale et la santé sociale. Donc il y a tout ça dans l'alimentation et dans l'aliment. Et avec ce que vient de nous dire Éric Birloès, Annemel Luminous, c'est pas facile pour un industriel de composer avec tout ça, parce que voilà, chaque personne est unique et chacun a son imaginaire et il y a autant de consommateurs que... Et ça fait les beaux jours de l'agroalimentaire, parce qu'on a autant de positionnements produits que de groupes de population. Donc il n'y a pas de problème. Donc ils peuvent répondre... Voilà, il n'y a pas un produit bon pour tout le monde. C'est en fonction de ses envies, de ses besoins, de ses attentes, de ses instants de consommation. Quand je fais du sport, quand je suis stressée. Donc, on est pluriel de toute façon dans notre vie, à l'échelle d'une journée et d'une vie. Donc il faut des aliments qui nous suivent dans nos différentes attentes, à nos différents moments de la vie. Et ces super aliments sont une façon de répondre ou d'apporter ces positionnements différents. Avec du sens, encore une fois, ce n'est pas que du positionnement marketing, on y met du sens, on y met de l'utilité nutritionnelle derrière, mais permettent d'apporter ça à l'élaboration des produits et à leur positionnement sur le marché. Aurélie Stéphane, vous, pour le moment, vous exportez éventuellement vos galettes énergétiques en dehors de la France, ou ça reste... Oui, en fait, on travaille à pas loin de 50% à l'export, et je pense même Alors justement, avec quel pays? L'Italie, la Suisse, la Belgique, et j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de réactivité par rapport à ce genre de produit, à l'innovation, mais comme on a pu voir sur vos courbes, par exemple, ou en Angleterre, et qui sont peut-être moins frileux en fait à l'innovation et aux nouveaux aliments et aux nouveaux produits. Ouais. Et ça, c'est peut-être, Éric Birloès, c'est peut-être dû à notre culture et à notre... Oui, c'est culturel. Ça, c'est vrai que ça, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'est pas un autre sujet, mais que la société française, ça, on peut le voir dans plein, est plutôt frileuse par rapport au risque, est plutôt technophobe que technophile, et plutôt, le principe de précaution en France, c'est quelque chose qui est très, très important pour les gens, même si parfois on dit le principe de précaution finit par être un principe d'abstention, et c'est peut-être un petit peu dommage. Mais en fait, ce que montrent beaucoup d'études, c'est qu'en France,
lorsqu'une une nouveauté ou une technologie apparaît, on va se focaliser d'abord sur les... Et il faut le faire, mais on va vraiment se focaliser sur les risques et on ne se pose pas la question des bénéfices pour la société. Donc je pense qu'il faudrait retrouver un peu un équilibre et faire une balance toute bête, enfin pas simple à faire, mais bénéfice-risque. Mais voilà, on a cette tendance qu'on a du mal à expliquer. Hein. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a un esprit critique chez les Français qui est plus important. Enfin, on dit souvent des choses comme ça, mais ça reste assez banal. Donc cette tendance à être, comme je le disais, plus prudent, plus méfiant, plus suspicieux vis-à-vis d'un discours marketing ou d'un discours d'entreprise ou d'une technologie qui aboutit. On remet facilement les choses en cause. Donc c'est bien d'être critique. Enfin, moi, je souhaite que tout le monde développe son esprit critique, bien évidemment, mais je pense qu'il y a des moments où c'est bien de ne pas oublier également de regarder les aspects potentiellement bénéfiques d'une innovation et d'une technologie. Alors pour revenir à ce que vous nous disiez à l'instant, Aurélie Stéphan, par exemple, les Italiens et les Britanniques, ils réclament la même chose ou ont des goûts différents, par exemple, concernant les superaliments? Ou il n'y a pas de spécificité particulière? Non, je pense qu'ils sont peut-être juste plus ouverts en fait à ce genre de produits, aux graines aussi, puisque nous on utilise à 50% des graines de tournesol, des graines de chanvre, des graines de lin, enfin toutes les graines possibles. Et peut-être que la consommation de graines est moins, moins ancrée dans moins répandue. Ouais, moins répandue, ouais, je pense en France que dans d'autres pays. Donc en tout cas pour notre produit, c'est ce qui peut aussi expliquer. Ouais. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce sera sans doute une dernière pour Éric Berlouez parce qu'on va le libérer. Est-ce que vous souhaitez l'interpeller? Non? Bon. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à tous. Les PowerPoint et les présentations de Éric Berlouez et donc de Stéphanie Ledonge pourront seront accessibles sur le site de la Technopole à partir de lundi. Et puis aussi les slides qu'on n'a pas pu voir sur le sondage de IFOP et de Rocket sur comment c'est perçu en tout cas par les consommateurs. Et bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis on va pouvoir se retrouver dans le hall pour un petit cocktail. Et puis le dernier mot sera donné donc à Ronan Leden, directeur de la Technopole, pour clore cette journée. Bon, je vais vous libérer. Oui. On vous a remis à l'entrée donc un petit questionnaire On vous a remis à l'entrée un questionnaire de satisfaction sur cet après-midi. Donc n'hésitez pas à le remplir et à le laisser sur votre table. On le récupérera dans un deuxième temps. Et pour ceux qui le peuvent, on vous invite à prendre un verre à côté et à poursuivre les échanges avec nos intervenants et puis également entre vous, bien sûr. Voilà, je vous remercie et je vous dis à l'année prochaine. Et je remercie également tous nos intervenants de la journée. Merci.